Reprise de l'FC avec la deuxième partie. Nous parlerons du troisième tour des éliminatoires de la CAN 2019. Nous passerons en revue l'ensemble des groupes. Je vous rappelle nos invités. Monsieur Éric Fabre, qui est le président du Black Star, qui a organisé beaucoup de manifestations avec des équipes africaines en région parisienne. Saïd n'était pas né, Sidi était présent bien sûr. Il y a Sidi justement qui est avec nous, ancien entraîneur du Burkina Faso. Vous l'avez vu sur le banc avec Paul Put pour la finale en Afrique du Sud. Et puis bien sûr le retour du grand Saïd Afizi, éditorialiste. Jingle pour la question. Et bien entendu, c'est quelle est votre opinion sur le dossier de la CAN 2019 au Cameroun. Vous continuez à intervenir sur Facebook, Africa24 TV, ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Nous allons aborder le dossier de cette émission. Et première partie, parce que vous savez qu'il y a plusieurs groupes, et c'est Ange Bijou Nomenio qui va nous parler de ce troisième tour des éliminatoires. Un premier point avec lui. Regardez. Coup de sifflet de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. La Guinée équatoriale, troisième du groupe A, fera face au deuxième Madagascar. Match décisif pour ces deux équipes qui se partagent respectivement 3 points et 4 points. Le Sénégal, premier du groupe avec 4 points aussi, va devoir assurer ses arrières en allant battre le Soudan, dernier au classement. Dans le groupe B, tout va se jouer entre le Maroc et le Malawi qui doivent affronter tour à tour les Comores et le Cameroun qualifiés d'office. Les deux équipes ont tous 3 points sur leur compteur. Les jeux sont presque joués entre les 4 équipes du groupe C. Le Gabon avant-dernier avec 1 point affronte le Soudan du Sud, dernier du groupe avec 0 point. Le Mali, premier au classement, affrontera le Burundi, deuxième. Le Togo et la Gambie, deux derniers du groupe D avec 1 point chacun, vont s'affronter dans le cadre de cette troisième journée. Le Bénin, pendant ce temps, fera face à l'Algérie. L'Afrique du Sud se mettra aux prises contre les Seychelles pour le groupe E. Le Nigeria face à la Libye. Dans le groupe F, le Kenya et l'Éthiopie vont s'affronter. Les deux équipes l'avaient emporté à l'issue de la deuxième journée. Le Ghana tentera quant à lui de venir à bout de la Sierra Leone. Un petit jingle avant de rentrer dans le débat et voir 6 groupes précisément. Éric Fabre, c'est à vous que nous allons nous adresser en premier avec le tableau que vous allez voir sur votre écran. C'est le groupe A, Éric, avec Guinée contre Madagascar et Sénégal contre le Soudan. Alors, Madagascar nous impressionne, Éric. Deuxième de ce classement. Il faut saluer le football malgache, qui est un football de petit gabarit, qui se fait avec beaucoup de passes, qui joue, qui avance. Mais ce qui leur manque souvent à Madagascar, que j'apprécie beaucoup, c'est ce punch, ce travail de titan que les Burkinabés ont, que les Camerounais ont, de temps en temps. Sinon, le Madagascar, c'est une très très belle petite équipe qui mérite mieux. Voilà, donc Guinée équatoriale, Madagascar et Sénégal contre le Soudan. Le tableau B maintenant avec le Maroc qui devrait facilement se qualifier. Mais nous allons quand même demander confirmation à Saïd. Saïd, comment sentez-vous ce groupe? Déjà, le Cameroun est pays organisateur. D'accord, donc le Cameroun est d'office qualifié. Donc vous confirmez que le Cameroun est bien payé organisateur? Oui, je le confirme. Donc le Cameroun est d'office qualifié. Donc le Maroc devrait logiquement s'en tirer dans ce groupe-là. Voilà, nous allons passer au groupe C, retrouver de nouveau Éric Fabre. Éric, vous connaissez bien le Mali parce que vous l'avez invité à plusieurs reprises dans le tournoi des Black Stars. Alors comment sentez-vous les Maliens qui sont quand même premiers de leur groupe, hein? Oui, c'est bien. Les Maliens sont premiers et les Maliens, en toute logique, normalement, ils doivent se qualifier. Enfin, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le Mali a toujours été un grand pays de football, avec beaucoup de joueurs à l'étranger. Et quand ces joueurs reviennent là au pays, c'est toujours l'apothéose. Voilà, le groupe D maintenant, le groupe D, c'est ça, avec Togo contre la Gambie et puis Algérie contre le Bénin. Vous allez garder la parole parce que le Togo, vous l'avez dit, devrait s'en sortir. Mais le Togo est dernier, Eric. Mais on dit des fois, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pas un argument. Non, c'est pas un argument. Voilà. Aujourd'hui, le Togo est mal. Le Togo est très mal. Le football togolais est très mal. Le football togolais est au creux de la vague. Je pense que les joueurs vont faire de leur mieux pour essayer de rattraper les points perdus. Mais à l'allure où vont les choses, ça va être extrêmement difficile. Comment on va s'en sortir? Wait and see.
Oui, wait and see. Alors le E maintenant avec le 12 octobre, Nigeria contre la Libye et le 13 octobre, Afrique du Sud, Seychelles. Quelqu'un qui connaît bien l'Afrique du Sud, c'est monsieur Sidi Napon. Sidi, l'Afrique du Sud et la Libye se partagent la première place. Comment sentez-vous ce groupe? Ce groupe, je le sens. Les Sud-Africains, ils sont pas mal, mais le problème, c'est que les Libyens, ils ont un très bon football. C'est une équipe qui monte. Je pense que les Libyens, ils vont pas lâcher le morceau, ils vont finir premiers, les Libyens. Oui, et puis pour le dernier groupe que nous allons analyser, pour cette première partie, c'est le groupe F avec Saïd qui aime bien le football ghanéen. Oui. Le Ghana est des ex-aequo. Enfin, les 4 équipes sont ex-aequo. Vous regardez bien. Oui, oui. Au niveau des points. Bah, on aime tous le football ghanéen, c'est un grand football sur le continent, tout Africain aime le football ghanéen, mais là c'est une catastrophe. Là c'est une catastrophe, ils font... Et c'est à cause de quoi selon vous? Catastrophe. Bah, c'est une catastrophe parce qu'ils perdent 1-0 contre le Kenya, ils perdent, et ils ont une équipe extraordinaire avec Partey de l'Atlético, Atsu, Asamoah de l'Inter de Milan, mais ça ne suit pas. Mais sur le terrain, c'est pas ce qu'on attend d'une équipe comme celle-là. Et là, ils risquent peut-être de passer à côté de la Coupe d'Afrique et ça serait catastrophique pour un grand pays comme ça. Et juste une chose, un grand pays, moi ce que je pense c'est qu'un grand pays comme... Vous pouvez intervenir quand vous voulez, parce que si vous voulez vous contredire, allez-y, messieurs. Comme le Ghana devrait avoir un sélectionneur avec une expérience tout autre. Même si c'est un sélectionneur national, on parlait de Florent Ibenge qui est un très grand cadre du continent, on peut avoir un sélectionneur du continent, d'accord, mais avec une expérience dans des grands clubs africains. Mais là, l'entraîneur actuel de la sélection du Ghana, il a entraîné Khartoum. Non, mais moi, je pense que c'est même pas le souci sur ça. Moi, des pays comme ça, comme tu as dit, chez moi, la dernière fois, comme je disais, il n'y a pas de grande équipe actuellement en Afrique. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que la plupart des gens, aujourd'hui, dans le football moderne, tout le monde est prêt physiquement, tactiquement. Il n'y a plus de gros scores comme avant. Il n'y a plus de gros scores et il n'y a plus de grandes équipes. C'est-à-dire que si tu as des joueurs qui n'ont qu'à jouer au Real ou n'importe où, c'est sur le terrain, le carré vert que ça se passe. C'est la forme du moment qui compte. Donc je pense que... Bien sûr, mais on est quand même en droit d'attendre. Équipes, vous avez vu le Madagascar, tu as le... Et les Comores aussi. Les Comores, tout le monde veut aller à la Coupe d'Afrique. Donc si tu vas sur le terrain, tu ne joues pas. Et c'est pour cela que je n'ai pas encore condamné mon pays, le Togo, même avec un point. Parce que quand on a commencé l'émission, vous avez parlé dites-moi le pays, de l'Angola. De l'Angola. Petite équipe, soi-disant. Mais il faut laisser les petites éques également un peu taquiner les fondations de football. C'est le plaisir du football. C'est le plaisir du football. Après, on est quand même... Non, moi, il n'y a pas de petite équipe. Du temps qu'on est sur le terrain... C'est une manière de parler, c'est pas méchant. Quand on dit... On est 11 contre 11. Donc, après, aller dire aux Ghanéens d'accepter de se faire battre par le Kenya. Mais on n'est pas... Attendez. Coupe d'Afrique sans le Ghana, pour moi... Ce serait pas... Voilà, c'est ce qu'on explique. Je préfère que le Ghana soit qualifié. Mais on veut que le Ghana se qualifie. Mais il faut que les autres équipes se qualifient. Il faut qu'ils gagnent sur le terrain. Il faut qu'ils gagnent sur le terrain. Moi, j'ai toujours dit les autres équipes qui se sont qualifiées avant. On parle des pays maghrébins, il y avait le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali. C'est des gens qui sont allés en premier en aventure. C'est les joueurs qui jouent en Europe en ce moment. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'en Europe, il y a tous les Africains qui jouent. Exact. Et donc aujourd'hui, en France seulement, il y a plus d'une centaine de joueurs. Oui, mais il y a plus d'une centaine. Donc aujourd'hui, si une équipe comme le Ghana qui prenait les Coupes d'Afrique, le Nigeria, aujourd'hui on ne les voit plus. La dernière fois, le Nigeria n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs d'État, ils ont compris le système. Ils mettent les moyens pour faire valoir leur équipe. Alors, il y a quelque chose aussi que Saïd peut-être oublie. À un moment, tous les pays sont au coude de la vague, touchent le fond et se relèvent après. Le Nigeria a connu ça. Le Ghana le connaît parce que, bon, le Ghana a perdu sans doute les meilleurs joueurs. Le Burkina Faso aussi, qui a de bons joueurs. Il y a forcément dans des sélections, forcément, vous avez des creux générationnels. Vous avez des générations qui sont moins bien que d'autres. Forcément, ça existe dans toutes les équipes. Même en équipe de France, ça s'est passé. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas enfoncer mais là, c'est pas le cas. Il a, entre guillemets... C'est très important. Si je peux finir, il a le matériel nécessaire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a à sa disposition un réservoir et un effectif de joueurs capables de sortir de ce groupe-là. Il est largement capable. Donc si, pour moi, le Ghana ne va pas à la Coupe d'Afrique des Nations, ça serait une énorme déception. Oui, mais ça y est, je vous appelle, en Europe, l'Allemagne aussi a les moyens de s'en sortir. Regardez l'Allemagne en Coupe du Monde. Oui. L'Allemagne n'a pas été aussi loin. Parce que le problème aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe. Si le terrain, c'est 11 contre 11,
Si tu ne joues pas, tant pis pour toi. Non, Et il faut respecter les autres adversaires. Mais en disant ça, est-ce qu'on manque de respect Cette même aux équipe autres? d'Allemagne qui On a dit pas battu le qu'on manque de Brésil respect aux 7-1, autres. 4 ans plus tôt. Non. Oui. Ils se prennent pour des grands. Après, les autres veulent gagner aussi. Messieurs, nous allons continuer avec quelques équipes aussi à suivre. Alors, je vais demander à Sidi son analyse là-dessus. La Mauritanie, vous regardez la Madagascar et les Comores en plein progrès, des équipes qui ont changé d'entraîneur. Maintenant, il y a le Gabon avec Daniel Cousin, l'Égypte avec Javier Aguirre, le Cameroun avec Clarence Seedorf et l'Algérie avec Djamel Belmadi. Mais c'est quelques mots sur ces équipes qui ont changé d'entraîneur. Est-ce que ces équipes ont bien fait? Mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal, si ça ne fonctionne pas comme tout entraîneur, on doit le changer. Mais le problème, moi, comme il a dit tout à l'heure, Saïd, il faut que vraiment nous, les Africains aussi, on revient à la source, prendre comme les Sénégalais ont fait. Prendre des joueurs, Daniel Cousin, par exemple, prendre les anciens qui ont joué en équipe nationale, Mais qui sont devenus si par entraîneurs hasard, aujourd'hui, si leur par faire hasard confiance. il échoue, si par hasard il échoue. Mais c'est au moins ce qu'on a essayé de lui tendre la main. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, tous les Africains, ils évoluent en Europe. Ils finissent, ils sont titulaires dans leur club, ils finissent, et jamais de la vie, quand ils viennent pour l'entraîner, ils ne sont pas bons. Et Djamel Ils Belmadi, ne sont pas bons, et là, quand ils sont entraîneurs, on ne doit pas les prendre. Djamel Belmadi, les Africains doivent revenir à la source. Hein. Djamel Belmadi, Djamel Belmadi, il a été nommé au poste de sélectionneur pour faire plaisir aux joueurs qui évoluent en Europe, qui n'étaient pas vraiment satisfaits du sélectionneur précédent. Notamment les cadres qui ont été écartés par le sélectionneur précédent, Sofiane Feghouli, Safir Taider, etc. Donc il y a eu un peu une rébellion des joueurs qui jouent en Europe, qui sont binationaux. Et donc ils ont réclamé, entre guillemets, à la tête du sélectionneur. Et ça s'est passé, le président Zetchi a nommé Djamel Belmadi pour justement calmer le vestiaire et mettre lui aussi un binational à la tête de cette sélection-là. C'est ça. Maintenant il faut jouer il faut sélectionner en fonction des états d'âme. Non, on sélectionne en fonction de l'efficacité, de la personnalité de l'entraîneur et ce qu'il peut apporter à son équipe. Parce que quand on est président de fédération, ce qu'on cherche avant tout sont des résultats. Et là, tout à l'heure, Sylvie a parlé de Daniel Cousin, mais moi j'approuve énormément le choix de Daniel Cousin au Gabon. Et Daniel, c'est un monsieur du football et je suis sûr que son expérience, il va le mettre au service de cette équipe qui a besoin de franchir des paliers. Il faut que de temps en temps, je crois qu'on est venu ici, vous êtes venu ici pour faire des études, vous êtes aujourd'hui journaliste, mais on va pas vous jeter. Mais nous, les Africains, nous devons faire confiance en nos enfants pour que nos enfants également puissent s'aguerrir. Et ça, c'est important pour nous. Je dis, c'est très important pour nous. Et quand on nomme des Africains à la tête des sélections africaines, la plupart du temps, on peut les nommer, ça arrive souvent, mais la plupart du temps, on leur laisse pas le même temps qu'aux Européens, on leur donne pas les mêmes moyens. Et on n'a pas la même patience avec eux. Alors qu'on va faire venir un cadre européen, peu importe français ou autre, il est connu de nulle part, qui n'a aucune légitimité pour sélectionner, et on va tout lui donner. Il a le téléphone du président. Donc et il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Après, le pire, c'est que moi, ce que je voulais ajouter, c'est que l'entraîneur qui reste, qui est chez lui, quand il prend l'argent, il investit chez lui. Oui. Mais l'autre, il prend et s'en va. Et à chaque fois, c'est pareil, on change, et quand on ne laisse jamais le temps à l'entraîneur du pays à rester très longtemps, 2-3 résultats, on le vire. Et il y a même des sélectionneurs européens qui vivent 3 jours ou 4 jours dans le mois dans le pays dans lequel ils sont sélectionneurs. Donc il faut arrêter. Messieurs, je ressens à travers vos propos ce ras-le-bol et effectivement, j'espère bien que... Non, c'est pas un ras-le-bol, c'est pas un ras-le-bol, c'est un constat. Non, c'est un constat, mais d'abord, il faut que nous on ait confiance en nous-mêmes. Constructif. Je dis bien, c'est la jeunesse des pays, des Africains qui nous intéresse aujourd'hui. Nous commençons à avoir la barbe blanche, les cheveux blancs. Il faut qu'on puisse transmettre ce que nous avons appris à nos enfants pour qu'eux également puissent progresser. Mais si vous ne faites pas, vous n'avez rien fait. Mais, tout à fait. J'ajoute ça, et la France. Ils ont eu combien d'entraîneurs étrangers chez eux? Oui, exactement. C'est Kovacs. Il a révolutionné le football français. C'est comme ça on réussit. Hein. On va enchaîner, messieurs, avec les autres groupes, justement. Et Marcel Farba Maroun nous propose une petite analyse.
La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 va se jouer du 10 au 14 octobre 2018. Dans le groupe G, ce sera le choc de haut de tableau puisque le Zimbabwe, premier avec 4 points, ira défier la République démocratique du Congo qui suit à égalité de points. Le Congo accueillera un peu plus tôt le Libéria. Dans le groupe H, la Guinée, leader, reçoit le Rwanda, lanterne rouge, pendant que la Côte d'Ivoire, dauphine du Sili national, accueille la République centrafricaine qui compte le même nombre de points que les éléphants. Dans le groupe I, la Mauritanie, première, se rend en Angola pour y défier les Palancas Negras, troisième avec 3 points. Le Burkina Faso, quant à lui, reçoit le Botswana, dernier du groupe. La Tunisie tentera de conserver son fauteuil contre le Niger, dernier du groupe J, tandis que l'Égypte recevra le Swaziland. Dans la poule K, la Guinée-Bissau, première, se déplace en Zambie qui n'a pris qu'un point et classée troisième, pendant que le Mozambique, deuxième, accueille la Namibie, dernière. Enfin, dans le groupe L, l'Ouganda, seul en tête, accueille son dauphin du Lesotho, alors que le Cap-Vert, dernier, reçoit la Tanzanie qui a pris 2 points en 2 journées. Et nous allons voir les groupes, mais nous allons faire beaucoup plus vite que tout à l'heure là, car nous sommes un peu en retard. Le groupe G, pour commencer, avec le Congo contre le Libéria et la RDC contre le Zimbabwe. Nous allons passer, nous n'allons pas faire de commentaires, nous allons passer au groupe H avec Guinée contre le Rwanda et la Côte d'Ivoire contre la Centrafrique. Et le groupe I, nous allons nous arrêter un peu parce que le Burkina Faso a pris du retard sur la Mauritanie. Alors, Sidi, comment expliquez-vous ça? La Mauritanie est devant vous? Ça signifie aussi que vous êtes au coin de la vague en ce moment. Mais c'est tout à fait normal que la Mauritanie soit devant nous si on ne joue pas. C'est obligé, parce que comme j'ai dit, il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, le Burkina Faso, on a fait des faux pas et donc contre le Botswana, on doit se ressaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, comme il disait tout à l'heure, ça, il faut qu'on pense à la relève. Parce que tous les anciens qui sont dans le club aujourd'hui, ils prennent de l'âge aussi. C'est plus les jeunes, c'est le même groupe qui joue ensemble depuis les années 2000. Donc, effectivement, si on ne commence pas à mettre la relève en place, on va avoir la surprise et faire plusieurs camps sans se qualifier. Prochain groupe, c'est le J, je crois, avec l'équipe de l'Égypte contre le Swaziland et Tunisie contre le Niger. Saïd, je voudrais vous entendre sur l'Égypte et la Tunisie qui est dans la continuité en quelque sorte. Tunisie qui est leader de ce groupe-là, qui est invaincu et qui a fait le carton plein, 6 points en 2 journées. Donc cette équipe de Tunisie, quand on parle à chaque fois des favoris pour la qualification, pour la CAN, etc., on néglige un peu cette équipe-là qui est systématiquement présente. Elle ne propose pas forcément un beau jeu maghrébin comme on a l'habitude de voir, fait de passes courtes, techniques, etc. C'est une équipe plutôt dure au duel, mais elle est toujours présente. Voilà le groupe K maintenant, avec Zambie contre Guinée-Bissau et Mozambique contre la Namibie. Et puis pour terminer, nous avons le groupe L avec Cap-Vert contre la Tanzanie et l'Ouganda contre le Lesotho. Éric, je voudrais juste vous entendre sur le Cap-Vert qui est à la dernière place. Oui, la situation du Cap-Vert, elle est très complexe parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent à l'extérieur. Vous savez très bien que les joueurs qui évoluent à l'extérieur pour rentrer au pays, des fois c'est compliqué. C'est compliqué au niveau de l'infrastructure, on l'a dit tout à l'heure. Et s'ils ne trouvent pas les mêmes conditions, le Burkina est très bien placé, le Burkinabé qui est devant moi est très bien placé pour en parler également. C'est dommage pour les îles du Cap-Vert qui ont quand même de très bons joueurs, ici en France également, surtout en Europe, de très bons joueurs. Mais tout à l'heure, il y a la Guinée-Bissau qui m'a interpellé. La Guinée-Bissau qui n'était pas non plus un grand pays de football il y a quelques années. La Guinée-Bissau qui est sortie dans le cadre du tournoi de l'UEBOA et qui aujourd'hui avec le Niger et qui aujourd'hui joue les premiers rôles, c'est intéressant. Ça prouve qu'un travail en profondeur porte toujours ses fruits. Voilà, et puis du côté de la Tunisie, merci, nous allons suivre Wabi Kazri. Regardez en image, Wabi que nous avons vu du côté du Parc des Princes lorsque Rennes a joué contre le Paris Saint-Germain, Wabi Kazri, qui reste un élément important pour cette équipe tunisienne. Saint-Étienne. Pourquoi je dis Rennes? Il est à Rennes l'année dernière. Rennes n'a pas voulu le garder pour peut-être une question financière. Et maintenant, il joue à Saint-Étienne. Et je crois qu'il gagne très bien sa vie à Saint-Étienne. Fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure après la pause.